Salut à tous, c'est Big Bouya. Donc, je tiens déjà à m'excuser pour la semaine dernière. J'ai vraiment été très très pris, donc j'ai pas eu le temps de sortir quoi que ce soit. Maintenant, je vais essayer de me rattraper cette semaine en vous proposant comment, un sujet assez complet sur le Depth of Field, un sujet qui nous a été proposé par notre ami Gérard, surnommé Spiro, qui m'a transmis un fichier de Monsieur Sébastien Bellamy qui a créé euh, un tag expresso pour avoir le contrôle de la zone de netteté lorsqu'on utilise la profondeur de champ, le depth of field. Donc voilà le sujet, le depth of field qu'on va aborder aujourd'hui. Alors euh, le fichier de Monsieur Bellamy, je vais le parcourir assez rapidement parce qu'en fait euh, il le vend sur Internet. Donc, il vend son projet sur Internet. Ça coûte 6 crédits. Je sais pas si c'est, si ça fait cher ou pas. 6 crédits maintenant. Excusez-moi. On fera ça au montage. C'est parti. Maintenant, 6 crédits, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez avoir la formation, etc. Moi, je rentrerai pas dans les détails de ce qu'il a fait parce que je vais pas non plus lui pourrir son truc. Mais voilà, moi, on m'a transmis le fichier, donc je pense que ça doit être possible de le récupérer. Si vous voulez jeter un coup d'œil, regardez voir. Et de toute façon, il faut savoir un petit peu l'utiliser. Et bon, des personnes qui sont un petit peu initiées à la cinéma 4D ne devraient pas avoir de soucis pour l'utiliser. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu donc ce qu'il a fait. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai reçu, hein, parce que si ça se trouve, c'est même pas son fichier d'origine. Donc, si vous voulez, on va déjà voir un petit peu la profondeur de champ. C'est un terme qui est apparu déjà au départ dans la photographie, au tout départ, pour voilà, ça donnait des effets de focale sur un personnage et ça mettait des flous, alors soit en arrière-plan, soit des flous de premier plan pour focaliser sur un sujet. Donc ça a été adapté à la vidéo, etc. Et donc vu qu'on utilise des caméras, on a exactement les mêmes propriétés qu'une caméra, voilà, une caméra qu'on pourrait acheter dans le commerce. Donc la profondeur de champ peut être soit automatique ou soit manuelle. Et là, elle est configurée en manuel déjà dès le départ. Alors, je n'ai jamais essayé l'option d'autofocus sur Cinema 4D, mais je sais que l'option existe parce que si on va, lorsqu'on active notre profondeur de champ ici et qu'on va dans les bases, on a bien ici l'autofocus qui est enclenché, là, à une quantité de 2%. Je crois que c'est le pourcentage euh, de base qu'il y a dans le logiciel de souvenir, mais je vais réouvrir un nouveau dossier, on va pouvoir vérifier ça, voilà. Donc voilà, la profondeur de champ enfin le principe, hein, c'est de créer un flou. C'est quand on reproduit l'effet de l'œil en fait. Lorsqu'on regarde un objet fixement, les objets qui auront derrière, qui seront derrière, à ce moment-là, seront floutés. Et si on passe un objet en premier plan, et qu'on garde l'œil focalisé sur un objet bien précis, vous pouvez essayer sur votre écran, vous allez voir, c'est très parlant, et bien l'objet sera lui-même flouté en premier plan. Donc voilà le principe. Alors, sur Cinema 4D, pourquoi est-ce que Monsieur Bellamy a créé ce fichier? C'est tout simplement parce que sur Cinema 4D, c'est assez difficile de savoir où est-ce que se situe notre zone de netteté, d'accord? La zone auquel débutent les flous. Voilà.
Donc en fait, il a créé un fichier qui automatise un peu le truc. Et en déplaçant des textes, ça nous permet de faire les réglages caméra que je vais vous expliquer. Alors, ce fichier est intéressant en soi, mais je pense pas que... Enfin, il peut avoir son utilité, mais on peut très bien gérer l'autofocus, enfin, la profondeur de champ directement avec les paramètres du logiciel. D'ailleurs, on peut s'amuser un petit peu avec. C'est ça ce que moi je préfère dedans. Donc, je vais juste rapidement vous expliquer son dossier, son fichier. Donc, on a donc une caméra avec des textes, flou avant max, début flou avant, le focus, hop, flou arrière max et début flou arrière. Voilà, on a les deux zones de netteté qui débutent. Alors là, j'ai ouvert le fichier tel quel comme ça. Voilà, on a les deux zones de netteté qui débutent au début du texte début flou avant et qui se terminent au début au niveau du texte début flou arrière. Tout ça en Z. Hein. Alors on peut voir là, si on s'amuse un petit peu, que si on déplace le début flou avant ou les débuts flou arrière, la zone de netteté, elle se déplace aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui a été automatisé dans Expresso. On va aller regarder le fichier rapidement pour que vous ayez une idée à peu près de comment ça a été créé. Mais avant ça, je vais d'abord faire un rendu. Alors je vais essayer de placer un petit peu ma caméra parce que j'ai pu remarquer qu'en fait, le point focal de... je vais la placer déjà comme ça. Je trouve pas le fichier très facile d'utilisation, à vrai dire. C'est peut-être moi aussi, mais voilà. Alors, on va essayer comme ça. Normalement, on devrait avoir un début de flou avant sur le premier cube et peut-être à peine le début de l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le flou avant max quasiment à la même hauteur, comme ceci. Là, pour que le flou soit bien net, bien tranché et que vous puissiez bien voir que ça marche sensiblement. Alors, début flou arrière max, mais début flou arrière, là, bien tranché aussi. Alors, et j'ai fait sur le début du flou avant, et là, et là, et là. Tac, tac, on va aller jusqu'au focal. Donc le deuxième, presque le troisième. Et normalement, le quatrième devrait être... le quatrième ici devrait être bien focalisé. Par contre, le cinquième devrait être flou. Alors que je pense là, avec ma petite connaissance de la profondeur de champ, que normalement, ce cinquième là va être normalement visible. Alors on va vérifier ça tout de suite. Voilà, donc le quatrième et le cinquième comme je le pensais, alors que normalement la profondeur de champ devrait couvrir ici là, le cinquième, parce que là ici il est couvert, ça passe, hein. On va même hop, refermer encore un peu ça, là on arrive vraiment après à... On va dépasser le focus là si jamais on continue, alors là, voilà. Même en rapprochant vraiment du point focal et qu'on a vraiment là bien dépassé le cube, là, le cinquième, on peut voir ici que le cinquième reste bien clean par rapport aux autres, à une distance de caméra comme ça. En fait, il faut bien comprendre, ça va être ça, ce souci-là, il va se poser par rapport à la distance de caméra lorsque vous voulez avoir un point focal très unique là ici et que tout le reste soit flou à 100%, à ce moment-là, on peut avoir le souci, mais moi je vais vous expliquer un peu comment je fais et voilà. Donc sinon, à part ça, ce fichier marche plutôt correctement. On va reprendre notre début de flou avant et flou avant max, on va les reculer en Z là comme ceci. Hop, je vais relancer un rendu, non pas ici, là. Voilà,
Donc notre quatrième et cinquième sont toujours clean, hein, voilà. Mais en reculant la zone de netteté, là, on peut voir que effectivement notre flou débute où se situe la zone de netteté. Alors, hop, je vais juste cliquer comme ça, voilà, et je vais baisser la caméra comme ceci pour que là, au niveau du texte, on puisse voir ça. Je trouve pas le fichier très pratique d'utilisation. Maintenant, ça après c'est moi, il faudrait que je l'utilise plus, mais seulement comme j'ai ma technique moi déjà, et que voilà, j'ai l'habitude de travailler avec. Voilà. Surtout, j'ai pas suivi le tuto de Monsieur Bellamy, donc je sais pas si je saurais l'utiliser dans sa, même si je l'ai parcouru et puis que j'ai rien vu de complexe. Voilà. Donc voilà, sensiblement, si on veut avoir, hop, un début comme ceci. Dernier petit test avant de rentrer dans le fichier début de flou avant, on va l'amener quasiment au niveau du focal, et le flou avant max, on va le reculer comme ceci, très loin, comme ça. Comme ça, il va y avoir un dégradé de flou sur les 3 premiers cubes. Hop, je vais juste remonter un petit peu, tac, là, voilà. Bon, alors le dégradé, il n'est pas énorme, hein. Le dégradé, il n'est pas énorme, et c'est peut-être parce que mon flou avant, justement, est assez conséquent. Donc, il suffit voir de reculer comme ceci le flou avant max. On va réessayer. Peut-être que ça va pas marcher, vous allez me dire. On va voir après. Ça reste quand même très très fort. Le flou reste très très fort. Je sais pas comment... Est-ce qu'il a configuré son... Je ne sais pas comment est-ce que ça a été configuré au niveau de la puissance, mais normalement il devrait prendre en compte la distance du flou arrière maximum. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est parce que si je dépasse le flou... Ah, mais non, c'est ça le flou avant. Donc non, normalement lui devrait adoucir, mais je vais vous montrer. C'est peut-être dans les fichiers Expresso ici qu'il y a des constantes qui ont été mises. Donc, on va rentrer ici un petit peu dans ce qu'il a créé rapidement. Je fais ça parce qu'on m'a demandé de jeter un petit coup d'œil, et je vous expliquerai pas dans le détail. D'ailleurs, je ne vous fournirai pas le fichier, mais s'il m'a été transmis, c'est peut-être quelque chose qui est trouvable. Alors, donc, un tag Expresso a été créé sur ici un objet nul, caméra générale, d'accord. Hop, je vais juste la déverrouiller, mon tableau. Alors, caméra générale ici, les données utilisateurs, donc c'est comment donc c'est pas un objet nul d'ailleurs, c'est un cercle, mais bon, voilà, il a été transformé en objet neutre qui est représenté par un cercle. Ok, donc il donne certaines informations concernant les activations de la profondeur de champ. Donc, hop, je reclique dessus. Là, on peut voir qu'on a un bouton flou avant, un bouton flou arrière, afficher les repères, intensité du flou. Ok, intensité du flou. Ok, on peut l'augmenter. Ça, on le trouve ici dans les effets et dans la base, intensité du flou. Voilà. Si je modifie là, voilà, ça modifie pas, mais par contre, si je modifie là, ça va modifier là-haut. Ok. Ok. Ensuite, donc ça, c'est intensité du flou. Afficher les repères, si on clique dessus, là, je vais vous montrer là, on peut voir qu'on peut supprimer ou afficher les repères. Si on met l'activation de flou avant, l'activation du flou arrière, vous voyez que ça me supprime mes petites... hop. Là, ça me supprime mes petites fenêtres supplémentaires à la caméra qui permettent de positionner les flous avant et flous arrière. Et ça, vous le retrouvez dans votre caméra dans détail, et vous pouvez activer ce bouton dès à partir de là, de mise au point avant, mise au point arrière. C'est un on-off en fait, hein. Donc voilà, là encore une fois, il n'y a pas vraiment l'utilité à avoir tous ces boutons là, sauf à avoir l'intensité peut-être ici, et encore on peut l'avoir directement
c'est assez rapide à l'atteindre. Enfin bon, c'est pas grave. Bref. Ce qu'il y a d'intéressant peut-être, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du fichier Expresso. Donc, pour créer tout ça, en fait, eh ben, il faut positionner des petites fenêtres de contrôle. Donc, là, on a le premier bouton contrôle de l'intensité du flou. Donc, c'est juste un lien entre, voilà, hein, entre le bouton et l'activation dans les paramètres généraux, enfin, profondeur de champ dans l'intensité du flou dans les paramètres généraux. Ensuite, on a affiché et masqué les repères, donc c'est une petite grille pour dire si c'est cliqué, si c'est pas cliqué à ce moment-là, enfin, si c'est cliqué, pardon, à ce moment-là, il faut faire une négation sur l'affichage, donc voilà, ça aussi c'est pas très, voilà. Activation, flou avant, flou arrière, bah ça c'est un on-off, hein, donc voilà, ça aussi c'est pareil. Position, là ça devient un petit peu plus intéressant parce que on rentre dans des bases de calcul un petit peu pour calculer où est-ce que va se trouver la position du flou avant, la position du flou arrière. Donc c'est pour ça que on contrôle tout par les Z des textes. Donc les Z des textes vont correspondre à une action sur la caméra. Alors je vais vous montrer tout de suite. Là on est dans les détails, on voit le début du flou avant et début du flou arrière et fin, etc. Donc on va bloquer cette fenêtre là, on va aller là dans notre début du flou avant et je vais bouger en Z et vous pouvez voir que le déplacement en Z comme ceci, et bien ça nous fait évoluer la fin ici. Voilà, ça c'est parce que le début, enfin la fin est à 1 million de kilomètres là-bas, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas trop, je suis pas sûr en fait de l'efficacité de ce fichier là très précisément parce que je ne sais pas si c'est un fichier qui est arrivé directement de Monsieur Bellamy ou si c'est quelqu'un qui l'a fait et que par la suite il a commencé à le transmettre, etc. J'en ai aucune idée. Donc je vous avoue que même si c'est un fichier qui a été transmis avec le tutoriel de Monsieur Bellamy, il arrive très souvent que les formateurs, pour éviter d'être spoliés, fassent des modifications même minimes à l'intérieur de leur fichier et donc que le fichier soit un peu dégueu et qu'il faille chercher à droite à gauche, mais je suis pas rentré dedans pour voir la véracité du truc. On a essayé, ça marchait un peu, donc voilà. Ensuite, ici au niveau de la position influence et repère, ça c'est exactement dont je vous parlais là, le déplacement des textes, voilà, permettre de faire bouger ici le domaine de la caméra. Et là par contre c'était la taille des repères, donc pour avoir la taille des repères je vais quand même essayer d'afficher les repères, débloquer ici, hop, on va afficher les repères là. Donc là en fait c'est pour montrer que le texte de la zone de netteté va, hop, le texte de la zone de netteté va évoluer selon où se trouve le bouton sur l'axe des X, début flou avant, début flou arrière. Vous pouvez voir que le texte en lui-même, zone de netteté, évolue suivant où est positionné. Voilà, on peut avoir une très petite zone de netteté, comme on peut avoir une très grande zone de netteté, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est utile pour rendre visuel en fait l'endroit où se trouve la zone de netteté et pour pas avoir trop de rendu à faire. Moi, je préfère regarder à chaque fois parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'aime bien faire mes petits paramètres à moi. Voilà, ok. Donc voilà, comme ceci, ça m'a l'air d'être tout, un fichier qui peut être bien utile. Donc je vais vous remontrer la chaîne de, hop. Bon, mon truc il bug, mais c'est pas grave. Voilà, la chaîne de notre de monsieur, enfin c'est pas sa chaîne, c'est le tuto là où vous pouvez le trouver. Je vais vous mettre le lien de cette page là dans la description. Apparemment il est très bien noté, donc voilà. Et si vous voulez avoir des informations en plus de ce que moi je vais vous apporter de suite. On se retrouve donc sur cette petite scène que j'ai créée avec des sphères, un disque, un plan et puis et un ciel. Les paramètres ici d'illumination globale et d'occlusion ambiante,
voilà, pour rendre un peu la scène nice. Donc tout d'abord, moi je vais vous faire mon petit détail à moi sur la profondeur de champ qui est en fait une simulation de ce que reproduit l'œil lorsqu'on fixe un objet et que on se focalise sur un objet. Les objets qu'il y a autour, derrière et en premier plan ont un flou un peu, voilà, un peu particulier. Technique qui a été donc repris dans la photographie et repris dans la vidéo par la suite. Hein, et ils essayent de plus en plus à faire en sorte que les objectifs correspondent, enfin voilà, à l'œil. Et donc l'effet de profondeur de champ qui donne un effet assez artistique en fait à vos scènes. Alors la profondeur de champ, pour comprendre un petit peu, je vais prendre ici ma caméra comme ceci. Je vais être en dehors de ma caméra. Donc le point focal qui se trouve ici est en fait le point sur lequel on va se focaliser, d'accord, suivant que on va réduire la distance focale à partir du moment où on va vraiment se focaliser sur un point. Plus on va se focaliser, plus la profondeur de champ va être précise sur ce point. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bon, voilà. Lorsque l'on va, par exemple, ici lier notre caméra, on va commencer déjà à paramétrer la scène. Avec la distance, donc la caméra est là, on va activer la profondeur de champ. On va aller dans les effets, on va activer la profondeur de champ, comme ceci. Alors surtout n'oubliez pas de cocher utiliser les dégradés, parce que sinon au niveau de la caméra, dans les détails, la mise au point avant-arrière ne fonctionne pas. Donc idem, on va activer la mise au point avant-arrière. Ça nous donne deux nouvelles petites fenêtres comme ceci que l'on peut déplacer. Voilà, comme ceci, qui sont paramétrés à moins 1000, enfin qui sont paramétrés à 1000 de chaque côté. Donc voilà, ça c'est la carte de dégradé de votre flou. On est d'accord? Ok, comme ceci, hop là. Bon, normalement c'est positionné à 1000 et 1000, voilà, pour avoir une carte de dégradé progressif de chaque côté de notre point focal qui est notre sphère noire. On va tout de suite aller regarder un petit peu ce qui se passe dedans, comme ça. Hop. Donc là, on a tout activé, on a notre caméra qui est enclenchée et on a donc notre flou progressif qui est appliqué ici. Alors là, on le voit pas à l'avant parce que, hop, au niveau de la mise au point avant, on va descendre un petit peu. Là, par exemple, à 500. Il sera peut-être plus perceptible. Plus bien sûr on va reculer notre fin de mise au point, plus le flou va être progressif, hein, ça vous le comprenez bien. Ok, c'est encore un peu loin, on va baisser là à 270. Je fais n'importe quoi. 800. Je suis sur la mise au point arrière. Alors là, on n'aurait pas été très loin. On va descendre à 400. Avec un début à 0, hein, c'est-à-dire que le début, la zone de netteté net, ça se trouve sensiblement au niveau de notre point focal. Voilà, donc là on a un flou maintenant à l'avant qui apparaît, d'accord, avec une zone de netteté qui va... Là, on ne peut pas bien l'apercevoir, la zone de netteté, parce qu'en fait, si vous voulez, la seule zone de netteté, ça va être au niveau de notre point focal. En fait, il se trouve un peu derrière le point focal. Et ensuite, c'est un dégradé qui part comme ceci. Alors, si jamais, hop, je fais ici dans le multipass, je mets la profondeur... profondeur ici. Dans le multipass, je vais mettre mon effet de profondeur. Je vais supprimer là.
comme ceci. Je vais aller dans les enregistrements. Je vais juste faire ici le multipass. Mais bon, ça va pas trop être nécessaire. Je vais lancer un rendu ici. Voilà. Je vais aller dans les calques et je vais aller dans mono. Comme ça, pour voir un peu ce qui se passe. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir que partout où c'est blanc, en fait, c'est partout où c'est noir, on va dire, c'est lisse, c'est clean, hein, d'accord. Et ensuite, on part sur plus on a un dégradé du noir vers le blanc, plus ça va être flou. Donc on peut bien voir que là, c'est bien notre point focal, là, ici, là, qui est totalement noir, d'accord, et que par la suite, même les sphères qui sont clean ici, même si on regarde, hop, je vais aller dans mon visualiseur quand même, fenêtre, visualiseur, et on va aller sur calque, on va prendre l'image de fond. Donc même si on voit que cette sphère-là et cette sphère-là sont clean, ok, d'accord, ça fait, on dirait vraiment qu'elles sont clean, mais en fait elles ne le sont pas tant que ça. Parce que elles sont déjà affectées par la profondeur de champ ici. Voilà, là, de premier plan et d'arrière-plan. Donc voilà sensiblement hein, pour ça. Maintenant, déterminer une zone de netteté, en fait, déterminer la zone de netteté, c'est vrai qu'elle n'est pas visible, mais on a quand même sur la caméra les informations du début. D'accord, qui nous donne en centimètres, combien de centimètres va prendre notre zone de netteté. Donc, c'est quand même une information qui est donnée. Hein, donc voilà. Imaginons par exemple qu'on veuille avoir une zone de netteté bien précise. À ce moment-là, il nous suffit hop, de caméra objet. On va se focaliser déjà sur notre sphère noire ici pour que là, voilà, je vais relancer un rendu, voir un petit peu ce qui se passe si je me focalise sur la sphère noire. Voilà, donc c'est voilà, information historique. On va descendre ici. Là, comme ça, on peut voir que si je me focalise précisément sur ma sphère noire, en fait, mon focal est un tout petit peu derrière ma sphère noire. Donc là, vous voyez ici que, par exemple, il y a un léger dégradé, qu'en fait, la distance focale se trouve un petit peu derrière, tout simplement parce que c'est exactement ça, parce que le focus se fait juste derrière la fenêtre qui est indiquée dans votre board ici. Là, juste derrière cette fenêtre-là, vous avez la distance focale. Et vu que le focus se fait sur le plein milieu de la sphère, à ce moment-là, c'est normal que le devant soit un petit peu flouté. Donc, idéalement, ce qu'il faut faire lorsque vous voulez être assez précis, il faut, sur votre objet qui est focalisé, on va créer un objet neutre, on va faire Alt et on clique, donc on a notre objet neutre qui s'est créé exactement pile poil à l'endroit de la sphère, comme ceci. Là, le neutre, et on va l'avancer un tout petit peu devant notre objet à focaliser, comme ceci. Et on va dire à notre caméra que la mise au point ne se fait non plus sur la sphère numéro 7, mais par contre va se faire sur notre objet neutre, d'accord, que l'on va appeler cible. Ok, sur la caméra, pour rester quand même et pouvoir déplacer la caméra tranquillement sans avoir à se repositionner sur la sphère noire, donc la sphère numéro 7, on va aller sur la caméra, clic de droit, propriété Cinema 4D, on va mettre un tag de cible et on va indiquer à notre cible que la sphère 7 est la cible. Voilà, donc la caméra va se positionner directement, va cibler directement la sphère 7 et va prendre en compte le point focal qui va être la cible ici, juste avant notre sphère numéro 7. Donc maintenant, si on rentre dans notre caméra et qu'on lance un petit rendu, on peut constater que là maintenant, on est revenu à la normale et donc notre sphère noire est bien le point focal
le point focal sur notre scène, d'accord? On calque, on prend le fond. Voilà, notre sphère noire est bien la seule sphère qui est lisse, qui est nette dans notre scène. Donc maintenant, comment savoir notre zone de netteté? Comment connaître notre zone de netteté? Eh bien, c'est assez simple. Personnellement, moi j'ai ma petite astuce. Donc, en fait, la cible qu'il y a ici, on va aller créer une sphère. Donc, on va faire Alt et on crée une sphère qui va venir donc exactement aux mêmes coordonnées que notre point focal. On va sortir de là. La sphère, on va la mettre ici. On va activer les rayons X et on va la rendre invisible à l'œil, d'accord? Et on va indiquer, par exemple, là, à la sphère que on voudrait avoir ces deux sphères-là avant qui soient nettes, d'accord? Et ensuite qu'on démarre le flou, ok? Pour que ça soit plus visible, on va prendre notre caméra ici, détail. Alors la sphère déjà, diamètre 80, d'accord? On va aller dans ici un début de la mise au point avant à 80, c'est-à-dire que du point focal 80 cm plus loin, c'est le début de la mise au point avant. Ok, on va revenir se positionner sensiblement comme ça. Là, et on va relancer un rendu. Alors là, on est un petit peu plus loin. Il faut voir que tout ça, il y a énormément de paramètres à l'intérieur de la caméra qui font que votre focus va plus ou moins bien se faire ou pas. Et donc voilà. Donc, si on reprend notre map là, on peut voir que effectivement, les trois sphères qu'il y a, sont complètement bien, lisses, d'accord? Et qu'à partir de la quatrième, ça commence à flouter. Donc voilà. Une petite technique pour voir à peu près où est-ce que se situe votre zone de... Voilà. Hop, ce qu'on va faire, c'est que la sphère qu'il y a ici, on va la... Je ne vais pas la déplacer, je vais la grossir un peu pour maintenant essayer de voir notre zone de netteté arrière qui est un petit peu plus complexe parce que là, on va voir, là je vais essayer de choper les trois comme ça derrière la sphère noire, d'accord? Et vous allez pouvoir constater qu'on va être un petit peu plus loin. Donc le rayon est à 149. On va essayer, caméra, un début à 149. Et normalement, je devrais avoir que ces trois sphères-là qui sont morts, mais on va voir. 149. Comme ceci, on va se repositionner comme ça et on va relancer un rendu. Voilà, du coup, c'est un petit peu difficile à voir avec le début. Là, on va mettre à 0. Et on va relancer un rendu. Voilà, donc ici on a notre sphère noire, là, comme ceci. C'est un petit peu difficile à voir, mais on a notre sphère noire comme ceci. On a 1, 2, 3, et la quatrième qui commence à se déflouter un petit peu. Donc hop, on revient comme ceci, et on regarde, là, 1, 2, 3, et la quatrième qui est encore bien sombre, mais ça va beaucoup dépendre, surtout dans la mise au point arrière, c'est un petit peu plus complexe, mais ça va surtout dépendre de la position de votre caméra par rapport à... Ça va beaucoup dépendre de la position de votre caméra en fait. Imaginons qu'on veuille faire un truc que moi je trouve vraiment très style. Là, je vais vous montrer. Donc là voilà, hein, pour avoir à peu près votre zone de netteté, sur des plans où il y a des... Hop. Là. Comme ceci. Voilà. Les zones de netteté sur des plans avec des flous, avec des dégradés, etc. C'est en utilisant une sphère à partir de votre point focal, vous pouvez déterminer à peu près la zone qui sera complètement lisse.
D'accord? Et là, je dis bien complètement lisse parce qu'ensuite, je vais vous montrer qu'on va pouvoir jouer et essayer d'avoir uniquement cette sphère-là noire qui soit in focus et tout le reste qui soit flouté. Donc, on ne peut pas le faire de très loin comme ceci, d'accord? Parce que le focus prend aussi en compte la taille de l'objectif ici. Hop, si on va aller dans la caméra, là, la distance focale ici, là, d'accord, qui est plus la zone va être ouverte, plus la distance focale va être énorme et devant et derrière, donc c'est un petit peu plus complexe. Pour pouvoir maîtriser ça assez facilement, c'est bien d'avoir d'être vraiment bien focalisé sur l'objet et donc d'être très très près de l'objet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, là, si on vient très près comme ça ici de notre sphère noire, d'accord? Ok, je vais supprimer ma sphère puisque là, j'ai pas besoin d'avoir à rechercher ma zone de netteté. Donc, comme ceci, je vais prendre ma caméra et je vais mettre ici pour paramétrer un peu les réglages, un début à 0, ça prendrait le début à partir de notre point de cible ici, un début à 0 et une fin à 10, un début à 0 et une fin à 10, on va essayer comme ça, peut-être une fin à 30, juste pour... voilà, mais avec quand même un début à 0, on va voir, ça risque fort d'être quand même tout flouté. J'ai juste laissé un léger petit dégradé. Voilà, on voit quand même que notre sphère ici est floutée. D'accord, ça c'est dû à la position avant qui doit être un petit peu plus poussée vers nous. Parce que la distance focale ici, quoique même, ouais, on va faire les petits réglages tout de suite, donc ça vous donne en image ceci, ce qui est quand même pas mal, hein. On a le flou très très fort sur les sphères de derrière, les sphères de devant, et il y a uniquement notre petite sphère noire ici, là, qui n'est pas influencé par le flou, donc c'est quand même pas mal. Moi j'aime bien pouvoir manipuler les différents éléments, donc voilà. Et on va essayer de faire un début de mise au point, là toujours à 0, peut-être un début de mise au point arrière un peu plus importante. On va mettre à 20, là on va mettre à 50. Je vais juste lancer un petit rendu ici rapide. Alors c'est bien d'avoir le fichier qui vous dit à peu près où est votre zone de netteté, mais moi ce que je vous conseille c'est toujours faire vos rendus pour regarder, parce que des fois on peut avoir des surprises, surtout quand les rendus sont un petit peu longs. Alors on va décaler encore légèrement à 40 et 60 notre zone arrière. Il ne faut pas oublier qu'on a notre là pour cette configuration là avec la caméra qui est très proche, normalement on n'aurait pas eu besoin de mettre notre cible un peu devant, donc il va falloir qu'on gère un petit peu l'arrière, mais ça dépend vraiment de la situation et c'est pour ça que le fichier de Monsieur Bellamy est très intéressant, mais ça dépend vraiment de la situation dans laquelle se trouve la caméra, si jamais vous avez envie de jouer avec votre ouverture focale, etc. Donc voilà. Voilà. Voilà, on peut voir que là du coup maintenant j'ai un petit peu trop reculé, enfin j'ai un petit peu trop avancé, on va dire, le début, mais avancer le début de la mise au point arrière, ça recule donc en Z par rapport à la caméra, hein, c'est quand même logique. Et donc du coup ça a commencé à choper la sphère qu'il y a derrière là, mais je suis certain que si on fait un rendu visualiseur comme ceci, on va s'apercevoir que sur le mapping de profondeur,
La deuxième sphère ne doit pas être totalement noire, elle doit être un petit peu grisée. Voilà. On s'aperçoit tout de suite hein, que la deuxième sphère ici derrière, d'accord, qui pourtant a l'air d'être nette, et en fait, quand même grisée, donc elle est bien prise en compte par le flou. Par contre, elle est prise en compte par le dégradé. Voilà, elle est prise en compte par le dégradé, malgré qu'elle paraisse nette par rapport au reste. Ok, elle est quand même prise en compte par le dégradé ici, là. D'accord, et ça, après, c'est juste une gestion, hop, ici, peut-être des dégradés. Alors, une autre petite astuce pour utiliser la profondeur, c'est de jouer avec les dégradés que vous pouvez mettre ici dans différents types, hein, voilà, différents types de dégradés. Et le dégradé que vous pouvez, hop, on va faire ça, là, hop. Dégradé avant, on va le laisser. Par contre, le dégradé arrière, on va le diminuer au taquet. Comme ceci. Je vais lancer un rendu pour voir. Diminuer à l'extrême. Et diminuer à l'extrême le dégradé ne vous permettra pas forcément d'obtenir ce que vous voulez. Et là, en l'occurrence, ça devrait... Non, ça le pousse pas assez. Ok, donc là il suffit de revenir ici comme ceci à 30 et de mettre une fin à 40. Ici on relance un petit rendu. Hop, on relance un petit rendu. Je vais aller regarder dans l'historique celle qui était juste avant. Donc là, non, le dégradé n'a pas joué, mais je vais vous montrer après comment jouer avec le dégradé. Ici, par contre, avec la modification de la distance, on va avoir vraiment quelque chose de très très correct, enfin de très très tranché, on va dire, hein, par rapport à ce que je recherchais à faire. D'accord, on a uniquement la sphère noire qui est maintenant prise en compte. Si on va regarder ici, là dans le calque, on va regarder dans l'image. On va bien voir que la sphère va rester totalement lisse et que tout le reste ici, je trouve l'effet vraiment très très style. Donc le dégradé ici que vous pouvez voir que j'ai diminué va nous donner cette ligne dégueulasse. Voilà, tout simplement parce que c'est moi qui ai touché au niveau du dégradé. Je l'ai complètement arrêté. Donc là, ici, là. Si j'augmente un petit peu le dégradé, cette ligne va disparaître comme ceci. Et donc voilà. Et ce que je pourrais encore vous montrer, hop, hop, avec un début à 0, une fin. Un début à 0, une fin... Oh, c'est pas possible. Une fin à 300. Et là, une fin à 1000. Parce que derrière... Un début à 0, une fin à 1000 derrière. Parce que ça va très loin. Une fin à 0 et un début à 300 ici. Pour qu'on voit quand même du flou. 250. Pour qu'on voit quand même du flou sur les premières. Hop, on va lancer le rendu. Et on va regarder l'image de juste avant. Ce qui s'est passé. Voilà, donc là, la sphère complètement lisse, hein, avec le calque ici en mono. Là, vous voyez, ici, on a un petit dégradé ici, mais c'est vraiment pas gênant. On a vraiment le rendu qui est vraiment très correct. Ici, par contre, on a la ligne complètement dégueu ici. Et on l'a... Maintenant, oui, voilà. Là, je vous ai remis un fin dégradé là sur le devant, un dégradé de plus en plus conséquent sur l'arrière, en mettant un départ à 0. On va aller regarder tout de suite le calque de profondeur ici, qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous pouvez voir hein, que voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans mes paramètres là de dégradé.
D'accord? Et je vais emmener là un dégradé noir en premier plan. Je vais le mettre à l'inverse plutôt. Je vais le faire partir assez rapidement. Et par contre, à l'arrière, je vais le fermer comme ceci, là, et je vais lancer un rendu. Donc on va pouvoir constater un petit peu là les différences. Là, là je l'ai lancé le rendu classique avec un début de flou arrière à 0 et ensuite à 1000. Et là un début de flou arrière à 0 et une rendu à une fin à 250 je crois. Ça vous donne cette map là, cette carte de flou. D'accord? Et en déplace... Ça m'a conservé exactement la même chose? Non, c'est pas possible. Tac. C'est pour le flou arrière. Pour le flou arrière, on va hop, relancer un rendu. C'est quand même très étrange que le flou arrière conserve un dégradé comme ça alors que j'ai complètement fermé. Ah mais c'est parce que le oui, c'est parce que c'est à ce niveau-là en fait, ça va très loin, c'est pour ça. On va changer ici. Oui, alors on va laisser comme ça voilà, par contre, on va mettre une fin de flou arrière à 300 et on va lancer le rendu. Donc voilà, ça permet de jouer avec les dégradés. Là, vous pouvez voir que, ok, ça se termine à 300, donc ça se termine beaucoup plus proche, c'est sûr. Mais par contre, on passe du grisé au blanc beaucoup plus rapidement, en fait. On passe du grisé au blanc très très rapidement. Donc ça nous permet de jouer ensuite sur le rendu final de notre image, comme ceci. Là, vous voyez, ça passe du grisé au blanc très rapidement. Là, j'ai complètement cassé le le dégradé et on voit la ligne d'ailleurs ici là qui se met en place. Donc il y a bien le flou parce que le flou démarre de 0. Par contre sur la distance, à partir du moment où on est au flou maximum, la coupure se fait direct. Donc on peut avoir vraiment on peut vraiment jouer avec les dégradés en fait pour pouvoir obtenir une zone de netteté, jouer avec la zone de netteté par les dégradés. Et par la position du début et de la fin de notre caméra. Et donc voilà, sans avoir à utiliser forcément d'autres fichiers. Donc Expresso, ouais, c'est très bien. Personnellement, je pense que en manipulant justement tous les paramètres, on peut avoir des rendus vraiment très artistiques. Là, si j'enlève par exemple ma cible ici, ça me permet de me faire un déplacement comme ça, mais je reste quand même dans le même esprit, un peu au niveau de la focalisation de mon objet. Hop, je vais juste sortir un peu comme ça, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire quelque chose quand même là vraiment de très très joli, avec un début à 0 au niveau de la mise au point avant, donc ça démarre à 0 et à 10, et mise au point arrière à 30 et une fin à 50, une fin à 50 et un début à 40, comme ceci. Donc le fichier est très bien, mais de toute façon, vu que même avec le fichier on est quand même obligé de mettre des rendus, autant bidouiller un petit peu, on peut atteindre vraiment des choses vraiment très sympathiques en trifouillant un petit peu les différents boutons. Donc voilà, après à vous de voir.
Si vous préférez avoir un fichier qui automatise tout, si vous préférez bidouiller un peu les paramètres pour obtenir après vraiment ce que vous voulez, ça c'est à vous de voir suivant ce que vous recherchez. 0, pas 0 à 20, une fin à 30. Surtout que la profondeur de champ, sauf si vous l'activez comme ça et puis que vous laissez ce flou progressif se faire, à partir du moment où vous voulez le manipuler un peu, ça demande euh, quand même de la recherche. Ensuite, déplacer un texte ou déplacer un petit curseur pour positionner votre zone de netteté. À partir du moment où vous savez comment ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez la rechercher, je vois pas vraiment bien l'utilité. Voilà. On peut arriver vraiment à quelque chose de vraiment très style. Alors là, on peut voir que comment s'appelle, le dégradé est excessivement léger, donc on a une ligne encore qui est positionnée comme ça, qui est un petit peu dégueu. Alors soit ça se rattrape en post-prod, soit ça se rattrape là avec des petits bidouillages à une augmentation du dégradé, ça c'est vous qui voyez. Enfin voilà, je vais donc m'arrêter là-dessus. Vous pouvez gérer vos distances et voir votre zone de netteté, comme je vous l'ai dit, avec une petite sphère que vous allez appliquer sur votre point cible, votre point focal. La sphère, si vous voulez l'utiliser en permanence, vous pouvez la conserver et la mettre en base en rayon X et la mettre invisible au rendu. Comme ça vous permet ensuite, par rapport à son rayon, de calculer quelle distance il vous faut en zone de netteté, à savoir qu'il va toujours falloir l'ajuster de toute façon parce que c'est pas non plus précis, voilà, et ça va surtout dépendre ici, là, d'un élément qu'on n'a pas trop développé, mais c'est la distance focale, d'accord. Donc voilà, suivant la distance focale, ça va vous donner des paramètres un petit peu différents. Donc c'est à vous de tester, à vous d'essayer un petit peu. Voilà. Mais voilà, une petite précision encore par rapport au fichier ici. Je vais revenir comme ça, je reviens me positionner hop, dans ma caméra. Et là, comme ceci, je vais revenir sensiblement au même endroit, comme ça, mais quelque chose qui est assez intéressant à utiliser ici, c'est à l'intérieur de vous pouvez jouer avec la lentille. Voilà, la lentille, et lui dire par exemple, au lieu d'être un cercle, ça c'est l'effet du flou. Au lieu d'être un cercle, ça va être un hexagone, un pentagone, voilà, un triangle, etc. Et ça va vous donner un flou. Alors si vous rendez le flou, bien sûr, hein, ça va vous donner un flou un petit peu différent. Ça va interpréter l'image qu'il y a en arrière-plan, ou en tout cas ce qui est flouté, un petit peu différemment. Je sais pas si ça va être très perceptible comme ça. Là, j'ai mis en triangle. Donc je sais pas si ça va être très perceptible. En tout cas, quand vous avez des lumières, ça se voit assez. Et ensuite, si par exemple vous voulez faire votre rendu, alors ce que moi je vous conseille, c'est soit vous êtes très satisfait du rendu que donne Cinema 4D avec l'utilisation du flou, soit ce que vous pouvez faire, c'est à partir du moment où vous avez mis dans le multipass ici votre profondeur, d'accord, vous pouvez désactiver ici la profondeur de champ. Donc ce qui va vous rendre une image nette, d'accord, mais vous créez une map de flou comme j'ai ici là. D'accord, ça c'est une map de flou, donc sur lequel je vais moi utiliser, j'utilise
l'effet Depth of Field à l'intérieur d'After Effects du plugin Frischluft, d'accord, qui est vraiment génial par rapport à After Effects pour la post-production, qui vous permet d'utiliser voilà, les maps de profondeur de champ de cinéma 4D pour ensuite les appliquer à votre projet et pouvoir faire des réglages dessus. Donc pouvoir choisir où est-ce que se situe votre profondeur de champ à l'intérieur du mapping. Donc ce qui est quand même assez sympa, je trouve. Voilà. Donc uniquement utiliser comment ça s'appelle, la map de profondeur pour pouvoir ensuite l'utiliser en post-production plutôt que l'activer directement ici dans votre production et ensuite ne pas pouvoir la modifier à l'intérieur de votre post-prod. Enfin voilà, c'est petite astuce comme ça, après c'est vous qui voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. C'est un petit peu long, mais bon, voilà, pour une bonne compréhension et juste pas vous dire que vous pouvez enclencher la profondeur et puis pas vous expliquer plus, sinon ça ne servira à rien. Il y en a trop qui font ça et puis ça sert à rien. Voilà, faut regarder 36 000 tutos pour avoir l'info. Donc voilà. Tout ça, bien sûr, en rendu complet, parce que en rendu physique, ça va changer. Et si vous faites un rendu V-Ray, et ben là, ça va encore changer. Donc voilà. Là, c'est vraiment dans Cinema 4D le rendu complet. J'espère que ça vous a été utile. Et je suis désolé pour la semaine dernière, mais bon, là, pour le coup, je pense que je me rattrape un peu. Parce que j'ai quand même passé un petit peu de temps là pour vous expliquer tout ça. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.